va intervenir sur le sujet. Bon, ok, super. Ben, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment très heureux d'être là, heureuse et heureux. Et merci à la ville du Saint-Esprit d'avoir organisé ce temps et de permettre cette interrogation. Merci à Fred d'être en tandem avec moi sur ce moment. Avec plaisir. Donc je vais commencer par comment j'ai voulu. Ok. Alors Martine Lheureux nous invite à ce partage. Je m'associe à elle. Et là j'aurais aimé pouvoir commencer avec vous aussi sur un air qu'on connaît qui dit tes bois d'eau, c'est la vie, maman, tes bois d'eau. Oui, c'est ça. C'est juste 3 mots. Tes bois d'eau. Tu vois, pas timide, maman, là. Nous entre nous, hein. Nous entre nous, nous avons partagé un bel moment. Ok. On fait ça. Tes bois d'eau, c'est la vie, maman, tes bois d'eau, c'est la vie, maman, tes bois d'eau, baby, maman, tes bois d'eau, si c'est ça pays, allez, maman, tes bois d'eau, c'est ça pour nous protéger, maman, tes bois d'eau, pour nous toute la paix, ça bien, maman, tes bois d'eau, maman, tes bois d'eau. Ok, on est venu pour cet après-midi. Martine. Merci beaucoup. Alors, changement climatique, ça vous inspire quoi? Chaleur. Ah ouais, c'est le cas aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Chaleur, c'est clair. Depuis quelques jours, il fait vraiment très chaud. Exactement, madame, un éventail, ça est un accessoire indispensable ces temps-ci. Qu'est-ce que ça vous inspire encore? Plus de cyclone, tout à fait. Il y a un cyclone au-dessus de l'Atlantique, vous le savez, le cyclone Gabriel. Et il y a des menaces, des ondes voyageuses entre l'Afrique et nous. On ne sait pas encore quelle sera leur destination. Qu'est-ce que ça vous inspire encore? Vous pouvez parler, même si vous êtes au fond. Gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, exactement. Gaz à effet de serre. Pourquoi gaz à effet de serre d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est gaz à effet de serre? Vous savez? Oui? Vous savez, monsieur? Vous pourriez me dire? C'est un gaz qui va recueillir les rayons du soleil et va faire monter la température de la Terre. Tout à fait, super définition. Merci beaucoup, monsieur. Génial. Et quel est le principal gaz à effet de serre? Alors, ah ouais, j'ai peut-être pas bien posé la question. Le CFC, c'est un gaz à effet de serre extrêmement réchauffant. Donc effectivement, en pouvoir réchauffant global, les PFC et les CFC, pour dire, en fait c'est tous les gaz de froid principalement, et ils vont avoir un effet extrêmement réchauffant sur la planète. C'est par exemple ce qu'on utilise dans les frigos, dans les clims, voilà. Dans tout ce qui va refroidir, tous les systèmes qui vont refroidir. Et quel est celui qu'on va trouver en plus grande onde rajouté par l'homme? Le CO2, ok, super. Et d'où il vient? Pourquoi est-ce qu'on a autant de CO2 rajouté par l'homme comme ça? La combustion des voitures, des arbres, du pétrole. La combustion des arbres, ouais, c'est-à-dire quand les arbres brûlent, tu veux dire. Ok, ouais, effectivement, ils vont relâcher du CO2, tout à fait. Et du... Alors, avant qu'on ait le pétrole, on faisait tous à manger sur des feux de bois. Ouais. Le pétrole est arrivé, on a eu une lampe à pétrole. Donc tout ce qui est fossilisé dans le sol, qu'on brûle pour notre usage du quotidien. Exactement. Merci beaucoup. Eh ben, ça me fait bien rentrer dans le début. Du carbone sorti de terre en quantité phénoménale sur un temps très court. Effectivement, le pétrole, c'est une énergie fossile. Il y en a 3 des énergies fossiles. Il y a le pétrole, le gaz et le charbon. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle fossiles?
Parce que madame, ça sort de la terre. Ah ouais, ça sort de la terre. Mais les pierres aussi, ça sort de la terre. C'est pas des fossiles. Mais c'était une bonne première approche. Et en fait, ça vient du fait de ce que c'était avant. Qu'est-ce que c'était avant? Il y avait des fougères. Il y avait des fougères, du plancton, il y avait des dinosaures. Moi, j'aime bien dire que c'était du vivant, comme vous et moi, fait de carbone, comme vous et moi, qui sont morts à un moment donné, qui ont été enfouis sous terre ou sous mer. Et avec la pression, avec la chaleur, avec des millions d'années, voire des dizaines de millions d'années, ça a fait ces poches parfaites de carbone que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Et est-ce qu'on en utilise beaucoup du gaz, du pétrole et du charbon, d'après vous, dans le monde entier? Oui? Vous pensez que c'est ce qu'on utilise le plus ou pas? Le gaz? Est-ce qu'il y a d'autres types d'énergie qu'on utiliserait encore plus que le pétrole, le gaz et le charbon? Alors, je vais vous montrer de l'infographie, la réponse tout à l'heure. Tout d'abord, je voulais juste vous dire par rapport au pétrole, vous donner un ordre de grandeur dans la tête. 100 millions de barils par jour. On tire 100 millions de barils par jour. Et 2 litres en moyenne par jour par personne. Normalement. Madame, vous êtes réveillée ce matin, je vous donne vos 2 litres de pétrole pour la journée. Et ce, pour tous les habitants. Et pourtant, le pétrole, c'est important ce qui suit, le pétrole fournit seulement 1/3 de l'énergie primaire, mais on ne peut rien du tout faire sans lui. On ne peut rien produire sans lui, on ne peut rien transporter sans lui, comme l'avait dit monsieur le maire tout à l'heure. C'est le principal carburant de tout ce qui bouge, de tout ce qui permet le transport. Avant, il fallait, pour extraire un baril de pétrole, avec un baril de pétrole, on pouvait extraire 100 barils. Maintenant, avec un baril de pétrole, on peut extraire 3 barils. Vous voyez, le rapport de temps est extraordinaire. Et en fait, effectivement, pétrole 33%, charbon 27%, gaz 25%, ça fait un mix à 85% d'énergie fossile dans le monde entier. Principalement, c'est ce qu'on utilise. Et pour faire quoi? Monomachine. J'aime bien la phrase de Jean-Marc Jancovici qui dit « Les énergies fossiles sont les croquettes pour machines » parce qu'effectivement, ça alimente tout notre système industriel, extractiviste et industriel. Alors, c'était intéressant quand tu parlais de avant, effectivement, on brûlait le bois et tout. Et moi, j'ai eu envie de revenir avant, et vous montrer en fait ce que c'était il y a 800 000 ans. Il y a 800 000 ans, de 800 000 ans en arrière jusqu'aux années 1900, vous voyez que le carbone, il sortait du sol, il rentrait dans l'atmosphère, puis il re-rentrait dans le sol. Et le carbone, c'est un cycle. C'est comme beaucoup de choses de la vie, des cycles en fait. Et on voit que soudainement, ce cycle, il est cassé ici, dès les années 1900, et qu'on monte de manière exponentielle, qu'on plonge dans un inconnu, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas depuis au moins 3 millions d'années sur Terre. La concentration CO2 dans l'atmosphère qui est d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous l'avez tout de suite relié au gaz à effet de serre et vous l'avez bien expliqué, monsieur, en disant que ça augmente la température, que ça retient la chaleur sur Terre. Et cette chaleur, il faut bien qu'elle aille en quelque part. Donc, où elle va? Elle va en très grande partie dans nos océans. 91% de la chaleur qui reste piégée sur Terre est dans nos océans. 3% va taper sur les glaces et faire fondre les glaces. 5% va taper sur les sols. Alors ça va assécher le sol, ce qui est problématique pour tout ce qu'on a posé, pour tout ce qui vit au sol. Mais ce qui est aussi problématique pour tout ce qu'on a posé au sol. Nos routes, nos ponts, toutes nos infrastructures, nos bâtiments, nos maisons, tout, absolument tout, ce qu'on a pu construire sur nos sols. Et il reste un tout petit pourcent, c'est notre propre ressenti du changement climatique, c'est-à-dire que ça vient, ce que tu as dit en tout premier, l'impact, la chaleur, ça vient augmenter la température. Vous vous rendez compte que c'est seulement un petit pourcent de la chaleur qui reste piégée sur Terre, de l'énergie qui reste piégée sur Terre, 1%. Alors imaginez les océans et la population marine dans les océans.
Derrière, le GIEC nous dit que le coup est parti pour des centaines, voire des milliers d'années, concernant deux phénomènes, la fonte des glaces et l'augmentation de la température des océans. La fonte des glaces, donc l'eau, elle ruisselle et elle va directement dans les océans. Et l'eau des océans, eh bien, elle augmente en température. Et quand elle augmente en température, elle prend plus de place. Les deux cumulés, ça fait que l'eau monte. Ok, chose qu'on connaît déjà et qu'on voit déjà sur toutes nos plages et au bord de nos falaises chez nous. La deuxième chose qui est absolument au cœur de la mobilité, au cœur de nos vacances, qui font partie de la mobilité, au cœur de notre territoire, au cœur de nos entreprises, au cœur de nos vies, au cœur de notre quotidien, c'est la perturbation du cycle de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Nos océans sont plus chauds, l'atmosphère est plus chaude. Donc mécaniquement, il y a plus d'évaporation au niveau des océans. Du coup, l'air, il est plus chargé en eau. Donc les nuages, ils sont plus chargés en eau. Donc quand il va pleuvoir, il va avoir tendance à pleuvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus localisé aussi. Souvent, les nuages vont aller moins loin. Et donc, ça va inonder. Et comme l'eau est en cycle, j'aime bien dire qu'on boit du pipi de dinosaure. Et de manière plus poétique, peut-être que l'eau que vous avez bu a appartenu à des larmes de dinosaures. Bref, notre eau qui est dans notre corps, c'est exactement la même qui est dans ce cycle. L'eau au quotidien qu'on peut parfois polluer, c'est celle qui va bien retourner dans les êtres vivants. C'est une parenthèse. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, il y a on connaît à la fois des pluies très intenses et à la fois des périodes de sécheresse longues et intenses. Et un même territoire comme le nôtre, et comme quasiment la totalité des territoires de la planète, connaissent les deux phénomènes, des pluies très très intenses, et parallèlement, des sécheresses et des chaleurs qui durent beaucoup plus. En fait, quand on regarde la température, la hausse de la température sur un long temps, alors là, je vous propose de la regarder depuis 1850. De 1850 à 2020, elle a augmenté de 1,2 degrés. Alors pourquoi 2020? Parce que le dernier rapport arrêté de rapport du GIEC qui fait, j'en ai un peu parlé, c'est le groupement qui fait foi en termes de science sur le climat. Et quand on regarde plus précisément, et vous savez, c'est en regardant les dossiers de M. Malsa que j'ai fait ce rapprochement. De 1850 à 2000, donc en 150 ans, on a augmenté la température de 0,6 degrés. De 2000 à 2020, donc en 20 ans, on a à nouveau augmenté la température de 0,6 degrés. 2024, on a fini l'année à 1,55 degrés. 1,2, 2020, 1,55, 2024. Ce n'est pas encore une observation climat parce qu'il faudrait beaucoup de temps, mais c'est un signal, comme quoi les choses sont en train fortement de s'accélérer. Et derrière, c'est des conséquences en cascade. Parce que quand on a dit perturbation du cycle de l'eau, derrière, c'est augmentation des tempêtes, augmentation des incendies, augmentation des sécheresses, augmentation des cyclones. Bref, toutes les conséquences que l'on connaît. Avec toute cette chaleur, avec toutes ces perturbations, vous voyez bien que, et on en a parlé alors tout à l'heure, vous avez eu une conférence sur l'air. L'air et la pollution de l'air jouent un rôle également. Ce ne sont pas des gaz à effet de serre comme l'a bien expliqué Maziner, mais effectivement ils jouent un rôle, c'est-à-dire que plus il y aura de brume de sable par exemple, plus ça va avoir bizarrement un effet des fois refroidissant sur le climat. Mais par ailleurs c'est très mauvais bien sûr pour la santé. Et tout ça, la maîtrise de tout ça est extrêmement importante et donc la maîtrise au niveau local est extrêmement importante pour la santé du vivant et derrière pour la santé de tout le reste parce que absolument tout est interconnecté. Alors, et en Martinique, donc on en a un petit peu parlé, alors je vais passer rapidement sur les conséquences sur la Martinique. Augmentation des températures, donc à la fois des températures de jour, mais aussi des températures de nuit. Donc imaginez, par exemple, dans une salle de classe, une partie des élèves n'ont pas bien dormi. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu la charge en stress et en plus il fait chaud dans la classe. S'il fait chaud dans la classe, est-ce que vous voyez le mal-être dans lequel il risque d'être? Imaginez par exemple une salle de réception publique à la mairie, par exemple. De la mairie du Saint-Esprit.
qui reçoit du public. Et il a fait très chaud la nuit et il fait très chaud la journée. Les gens arrivent en état de stress, plus. Et donc, beaucoup moins de patience, beaucoup moins... Il y a tout qui prend des dimensions disproportionnées parce que physiologiquement, nous ne savons pas vivre de bonne manière avec des chaleurs trop fortes. Et nous ne savons pas non plus réfléchir quand il fait trop chaud. J'ai une chose qui est importante sur ce document-là aussi, c'est moins 10 à moins 15% de précipitations en moyenne. Donc il pleut moins en moyenne. Quand il pleut beaucoup plus fort, mais il y a moins de pluie. Du coup, c'est quoi l'impact pour nous? Exactement, moins d'eau, tout simplement. Moins d'eau, espace vive, et puis moins de l'eau. Ok. Donc, qu'est-ce que nous parlez pour ça? Météo France parle de, quand il regarde les risques sur le climat, parle de la santé professionnelle, la santé mentale, les infections liées à l'eau et à l'alimentation, les maladies infectieuses, l'hyperthermie, donc les gros problèmes de chaleur. D'ailleurs, il y a eu une personne dernièrement qui est décédée à Saint-Pierre, un pêcheur qui a fait un malaise cardiaque, du coup en allant, un jeune, 23 ans, en allant repêcher sa ligne. D'accord? J'aimerais bien qu'on aille chercher pour voir l'impact de la chaleur, parce que vous avez vu sur le ponton de Saint-Pierre, c'est chaud. Donc il est juste allé dans l'eau enlever sa ligne qui devait être coincée. Ok, donc problème de ressources, incendie, on a eu des incendies pendant les grandes vacances, on en a eu un au Carbec qui a eu du mal à être maîtrisé. Et puis bien sûr, impact sur le vivant, les habitats naturels, les écosystèmes, et bien sûr, tout ce qui est agriculture et économie. Météo France précise les choses en disant, vous voyez, ça c'est un schéma intéressant qui nous donne la chaleur. C'est-à-dire, il nous dit à peu près quel mois il va faire plus chaud et comment ça va se répartir dans le temps. Donc en fait, on voit ici, je ne sais pas si j'arrive à faire le pointeur, ouais, ici, vous voyez la zone rouge là? Eh bien là, les températures minimales, elles vont être beaucoup plus chaudes. Et quel que soit, ici ce sont les mois de janvier à décembre, et quel que soit le mois, mais en particulier quand même, de avril jusqu'à octobre-novembre, et même décembre. Alors qu'avant, novembre-décembre, c'était quand même un petit peu frais, hein? Ça va un peu. Mais même la journée, il faisait frais. Là, le soir, il fait frais en novembre-décembre, mais la journée, il fait super chaud. Ok? Ok, sur le volume de pluie, c'est pareil. Beaucoup moins de pluie dans les premiers mois de l'année. Et plus de pluie dans justement à peu près dans la saison cyclonique, on va dire, mais quand même avec des années qui seront bonnes et des années qui seront moins bonnes. Donc les années qui seront ce sera moins bon, couplé à la sécheresse, eh bien là, il faudra vraiment faire très très attention aux réserves d'eau. À tout ça, il y a des points de bascule, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la situation peut lâcher. Par exemple, vous connaissez l'étade de coraux? C'est pas terrible. Eh bien, de manière globale, les corails et même l'état de nos mangroves, pas terrible non plus, sont des systèmes qui participent à aspirer du CO2. S'ils s'effondrent, ils en aspirent moins. Et bien, du coup, ça peut renverser les choses et créer en fait une dynamique beaucoup plus forte, une brusque hausse encore, une brusque, déséquilibre du système climatique. Et tout ça, c'est des effets dominos qui entraînent à chaque, comme on le voit dans les infos, à chaque épisode climatique, plus de décès humains et non humains. Et beaucoup plus d'argent pour essayer d'arriver à réparer les dégâts, tant humains qu'économiques. Mamaché. Makabou. Mamaché Makabou Jika Makuba. Ababwa. Mamaché Makabou Jika Makuba. Ababwa. Mamaché Makabou Jika Makuba. Ababwa.
Martinique, pays à vie, pays l'amour, pays yon à l'autre, pays yon pour l'autre, pays yon en l'autre, yon pilote, passe yon silote, passe yon silote, ça yon Kassibi, l'autre là Kassibi aussi. Martinique. Martinique. On était connus ensemble, en même chair, en même esprit. On peut ça faire face à ça qui a venu. Ce qui se passe, c'est la théorie du boxeur, c'est-à-dire qu'on prend un coup, peut-être un autre coup un mois plus tard, mais le problème c'est quand on les prend de manière trop rapprochée, on en devient très fragile. Et c'est ce qui se passe chez nous, comme dans énormément de pays dans le monde. Cuba, l'an dernier, a subi à la fois 2 tremblements de terre pendant la saison cyclonique, 3 cyclones, et voilà, ils ont subi énormément de coupures d'électricité. Et comment ils se relèvent de tout ça? L'an dernier, une saison d'ouragan qui a touché la Californie avec Milton et Hélène. Et Milton s'est servi, Milton fut le deuxième ouragan, il s'est servi des dégâts laissés par le premier pour venir aggraver pour venir encore plus amplifier sa force. Et c'est pareil ce qui s'était passé aussi à Mayotte. Ensuite, Porto Rico, j'aime bien parler de Porto Rico parce qu'en fait, eh bien, ils ont subi le cyclone Maria en 2017. Et le système électrique s'est effondré pendant 192 jours. Porto Rico n'est pas si loin de ça, 192 jours sans électricité. Ils ont remis un système, mais qui n'est pas égal à ce qu'il y avait avant, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas assez d'argent sur la table. Il n'y a plus assez d'argent sur la table pour remettre égal à ce qu'il y avait avant. Et puis, il y a des intérêts politiques et toutes sortes qui se mêlent et s'entremêlent. Pour tout ça, eh bien, ils ont eu un système électrique et depuis, pendant les grandes fortes chaleurs, si vous vous souvenez, début 2024 par exemple, il a fait très très chaud. Il a fait très très chaud à Porto Rico. Eh ben, le système a lâché. Le système électrique a lâché. En milieu urbain, comment est-ce qu'on fait pour se refroidir quand le système électrique lâche? Alors je vous demande, comment est-ce qu'on fait? On souffle. Qu'est-ce qui peut nous aider? Les arbres, des arbres. Ouais, exactement. Des arbres, des îlots de fraîcheur et tout quoi. Exactement. En Martinique, si vous vous souvenez, en 2024, eh bien, on a connu les 2 phénomènes. Fin 2024, c'était les grosses inondations. Mais début 2024, on était en état d'urgence sécheresse. On a des fois la mémoire courte sur les événements qui se succèdent. Et en 2025, c'était quoi? Eh bien, 11 avril, pareil, on est alors pas en urgence sécheresse, mais en vigilance sécheresse. Et le 11 avril et le 25 avril, inondation. Nos arbres, on le voit bien, ont beaucoup de mal avec ça. Août 2025, des records historiques chez nous de vagues de chaleur consécutives. Jusqu'à 37 degrés. 37 degrés chez nous. Les impacts, c'est par exemple les écoles ferment. Quand les écoles ferment, eh bien, on doit récupérer les enfants. Et si vous travaillez, vous ne pouvez plus. Parce qu'il vous faut bien vous occuper de vos enfants. Ok? Les impacts sur les routes, les impacts sur les voitures, sur les glissements de terrain, etc. Et bien sûr, direct sur ce qu'on mange. Partout, ça effondre les récoltes quand il fait très chaud. Vous avez tous vu, je pense que l'huile d'olive a flambé depuis quelques années, mais en fait, quand vous regardez bien, quels oliviers continuent à pousser? Combien d'oliviers continuent réellement à produire pour fabriquer de l'huile d'olive? Mais même chez nous, on voit bien que la saison, les manguiers sont bouleversés, il y a les tomates, c'est très complexe,
Les Dachines, c'était complexe. Enfin bref, les Ignan, mais qui mettent plus de temps à sortir. Partout, on voit qu'il y a des soucis. Surtout, en fait, là, je vous ai pris quelques exemples comme ça, hein, de choses qu'on mange souvent. Les céréales, le miel, le sel, tout ça. Eh bien, tout ça a connu des problèmes. Donc tout ça, c'est qui en paye directement le prix. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a un lien entre climat, limite planétaire, parce que le climat, ce n'est pas le seul problème, et mobilité? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme lien? Alors, avant, on se déplaçait à l'échelle. Avant, on se déplaçait à l'échelle du quartier ou de la commune. Ouais. La modernité est arrivée, on se déplace à l'échelle des îles d'à côté. Ouais. Et aujourd'hui, on se déplace à l'échelle du monde. Ok. Donc forcément, il y a plus d'énergie consommée pour pouvoir se déplacer. Ok. Voilà. Super. Et ok. surtout, quand on va ailleurs, Ouais. donc le territoire qui nous reçoit est obligé de concentrer plus de ressources pour nous nourrir, nous Exactement. accueillir correctement dans une chambre climatisée ou dans un écologe qui est bien ventilé, mais c'est un effort supplémentaire pour ce territoire qui n'était pas forcément préparé à ce surcroît de fréquentation à des moments bien précis, puisqu'on ne se déplace pas toute l'année, on profite des grandes vacances, on profite des fêtes particulières, et ce qu'on appelle le surtourisme montre bien que comme le transport est beaucoup plus rapide, donc on n'hésite pas à se dire tiens, et si on allait en Nouvelle-Calédonie? Exactement, super, merci beaucoup. Donc c'est intéressant parce que tu as dit, si je reprends deux grandes idées que tu as dites, la première c'est que en se déplaçant, on utilise de l'énergie. Donc cette énergie c'est souvent à base de pétrole qui relâche des gaz à effet de serre, blablabla, donc on vient aggraver l'idée. Surtout qu'on se déplace de plus en plus de moins et de plus en plus avec une voiture par exemple, donc on aggrave de plus en plus. Tu as mis une deuxième idée qui est super intéressante et je te remercie de l'avoir soulevée. Le territoire qui reçoit va faire des efforts particuliers, quel que soit l'état de sa population très souvent, et souvent au détriment de sa population locale. C'est souvent, alors c'est pas une vue de l'esprit, parce que on a fait dernièrement, j'ai fait une conférence sur tourisme et climat, et donc j'ai recensé les politiques adoptées par les territoires, notamment envers l'eau. Un territoire tout proche de nous, Sainte-Lucie, a dit clairement, ma priorité, c'est de donner l'eau aux hôtels et aux touristes. Voilà. Donc, vous voyez, mais on le retrouve partout dans le monde, cette priorité. D'accord? Et donc, l'Espagne, qui a subi des urgences stress et qui a beaucoup de mal à s'approvisionner en eau. En Espagne, les gens faisaient appel à des camions privés d'eau. Hein? Espagne, hein? Et sur les hôtels et tout ça, ils sont obligés de remplir des bidons, de rationner les touristes. Enfin, c'est vraiment très compliqué pour eux de continuer à assurer le tourisme et souvent ils le font au détriment de leur propre quotidien. Donc en fait, dans un monde en dérive climatique, en grand déséquilibre climatique, ce qui est en train de se passer, les scientifiques ont maintenant un mot très fort pour en parler, ils parlent de dérive climatique, l'adaptation, elle est difficile, elle est complexe. Là, on ne peut pas dire, ah ouais, c'est ce qu'il faut faire, j'ai la solution, c'est bon, on arrête tout, j'ai la solution, c'est bon. Là, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, il n'y a pas ça. Le problème est, quand il est dit systémique, c'est-à-dire qu'il est interconnecté. Quel que soit ce que vous allez faire, ça va bouger d'autres choses, en positif ou en négatif. Mais souvent, malheureusement, en négatif. On est à une sorte de croisée des chemins. On est à une sorte de croisée des chemins où on voit que quoi qu'on fasse, le monde vers lequel nous sommes en train d'aller, il est de toute façon de plus en plus chaud et de plus en plus déséquilibré. Quoi qu'on fasse. Maintenant, de nos choix va dépendre le niveau auquel tous ces déséquilibres vont augmenter. Et s'ils seront supportables ou pas par les humains et les non-humains. Donc en fait, une des priorités, c'est de s'adapter. Je suis sûre que le Saint-Esprit a pris ça en main très fort. L'adaptation. Donc c'est vraiment notre cheval de bataille actuellement pour dire aux personnes, déjà dans nos vies personnelles, il faut s'adapter,
mais il faut adapter aussi les territoires, les communes et à échelle de quartier, comme tu disais, en revenant à la logique de ce qu'on faisait avant, pour que les choses puissent fonctionner quand il fait très chaud, quand il pleut énormément, et quand il n'y a pas d'eau, et quand il y a moins à manger. Ok? Mais il y a des limites à l'adaptation, des limites dures de l'adaptation. C'est-à-dire que, regardez l'arbre qui est près au-dessus. S'il doit fuir, s'il rencontre des conditions difficiles, comment il fait pour fuir? Il se dessèche. Il se dessèche. Par contre, il va essayer quand même d'essaimer, d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il va peut-être aller de là à là. Certains arbres ont des graines qui volent au vent, comme les graines d'hélicoptère, ils vont aller un petit peu plus loin, mais pas beaucoup plus loin. C'est un exemple pour vous dire qu'on ne peut pas s'adapter à tout. Je vais vous prendre un exemple. La morue, c'est un bon exemple. La morue, en fait, c'est du cabillaud. C'est un poisson qu'on mange. Énormément issu, mais qui n'est aucunement local. On est d'accord. Bon. C'est un poisson qui aime les eaux froides et peu profondes. Donc, en fait, plus ça se réchauffe, plus il monte. Pour l'instant, ça va. Un jour, quand il va trop monter, il va tomber en eau trop profonde. Et en eau trop profonde, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il ne va pas rencontrer des prédateurs qui vont l'embêter? Est-ce que lui ne va pas créer, à contrario, une pression différente et empêcher ceux qui vivent là normalement de manger correctement? Tout ça, c'est ce qu'on voit déjà dans nos océans et sur Terre. Il y a 5 limites dures qui ont été identifiées par Ilian Mundib, qui travaille beaucoup sur l'adaptation. Et je vais vous les dire. 1. Le changement n'est pas proportionnel à l'évolution de la température. 2. Il est irréversible à échelle des temps humains. 3. Il affaiblit nos puits de carbone. Alors ça, c'est intéressant, on n'a pas parlé des puits de carbone. Les gaz à effet de serre, notamment le CO2, il est envoyé dans l'air. Quand il retombe, il est absorbé par 2 grands écosystèmes qui nous aident. Le premier, c'est la photosynthèse. Nos arbres. La photosynthèse, on n'a jamais rien inventé depuis, ça existe depuis 4 milliards, 3,6 milliards d'années, on n'a jamais rien inventé d'aussi puissant. Eh bien, ils captent le carbone. Et nos océans qui captent le carbone. Donc ça fait un quart pour la photosynthèse, un quart pour les océans, et le reste au-dessus de notre tête. Le problème, c'est que plus il fait chaud, plus ça affaiblit nos arbres, nos forêts. Donc vous êtes d'accord que plus il fait chaud, plus ça les affaiblit, moins ils absorbent de carbone. Et pareil pour notre océan. S'ils en absorbent moins, et les arbres et les océans, qu'est-ce qui se passe? Il en reste plus où? En haut, au-dessus de notre tête. Donc tout ce qu'on a vu se réaccélère à nouveau. Et, on va très bien, je suis désolée, c'est bon, vous voyez bien. Ce sont des interconnexions. Et à tout ça, il faut s'adapter. Mais vous pouvez vous approcher si vous voyez ça très bien. Les routes, les infrastructures, elles subissent énormément. Parce qu'effectivement, on pense souvent à ce que le transport dégage. Okay, et c'est un principal contributeur en termes de gaz à effet de serre. Ainsi que toutes les infrastructures qu'il faut pour réaliser du transport. Mais il ne faut jamais n'avoir qu'un seul regard. Il faut regarder de plusieurs côtés. Et vous savez, le transport, il est beaucoup bougé par tout ce qui est en train de se passer. D'abord nos routes, nos infrastructures, nos véhicules, le fait de marcher. Si vous marchez en plein soleil, c'est super chaud. Je pense que vous allez réfléchir à 2 fois avant de faire cette marche. Le vélo, nos ressources naturelles qui sont énormément affectées également. L'avion, on va en parler dans un petit moment, on en a parlé. Et les pollutions, donc air, pollution sonore, pollution d'eau, sol, etc. Alors ça, je vous ai pris une carte que j'aime beaucoup. La pollution océanique du transport routier. Vous saviez ça? Qu'en roulant, on dégage quelque chose qui va polluer, qui va arriver dans les petits ruisseaux. En roulant là, par exemple, je vais dégager quelque chose qui va arriver dans les petits ruisseaux qui passent, qui va passer dans la rivière, qui est là, et qui va atterrir directement dans la mer. Vous savez ce que c'est? Non? Les microplastiques. Les microplastiques qui sont issus de quoi avec la voiture? Des pneus, exactement. Des pneus et des plaquettes de frein.
Alors, 50 000 tonnes de résidus issus du transport routier mondial finissent tous les ans dans les océans. C'est pas un petit peu. Hein. C'est pas un petit peu. J'ai pris la carte pour vous montrer. Alors, deux petits exemples. Ben là, alors, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est lié à ça, mais c'était... J'avais envie de vous l'imaginer, puisque je l'ai vu hier soir. Donc, vous savez, dans la petite route, là, derrière l'aéroport, où les gens courent, qui normalement est censée être une mangrove, hein, cette route-là, hein, rappelons-nous. Eh bien, ça s'est effondré. Ah, c'est pour ça qu'il y avait les gendarmes qui empêchaient l'accès. Exactement. Plus personne ne peut passer parce que la route s'est effondrée. Ok. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. N'empêche qu'on voit très bien qu'avec beaucoup d'eau, eh bien, et l'eau qui monte en fait, l'eau de mer qui monte beaucoup plus, eh bien, les routes situées à ces endroits-là, elles sont très fragiles et elles ont plus tendance à s'effondrer. On n'aura pas le budget pour tout réparer à un moment donné. C'est pas possible. Ici, vous voyez à droite, là, la tempête Alex, donc, qui est en quelques heures dans les Alpes-Maritimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était en 2020. Ça a été tellement violent. Ça a cassé énormément de choses. Ça, des zones d'activité, des maisons, des routes, ça a tout emporté. Ok? Eh bien, toutes nos infrastructures, c'est un rapport qui est sorti et indique que aucune n'est adaptée à ce qui est en train de se passer. Alors, l'avion, c'est aussi intéressant parce que souvent, on nous dit, quand on est arrivé, on nous dit non, mais c'est bon, je te vois venir, toi, tu vas me dire de pas mon avion et moi, j'ai pas envie que tu me dises ça. Alors que je n'ai jamais dit ça, moi, on m'a entendu dire ça. Et moi, j'invite quand même à avoir, donc tu as souligné l'avion sur effectivement le fait que c'est émetteur, puisqu'effectivement ça dégage du kérosène, mais il y a deux effets sur l'avion en fait. Quand sur les longues distances, vous allez avoir le CO2 dégagé par le kérosène, mais aussi l'avion il fait des traînées, et les traînées ont un pouvoir réchauffant équivalent au kérosène dégagé. D'accord? Donc il y a deux grands effets sur le kérosène. Mais c'est pas que ça. Je vous ai dit que le changement climatique bouge les choses. Et il y a un article qui est paru dans Futura qui dit effectivement prendre l'avion devient de plus en plus dangereux. Pourquoi ça devient de plus en plus dangereux? Parce que il y a des turbulences de plus en plus violentes. Ça a été quantifié, environ 5% de plus par an d'augmentation de turbulences. Pas si turbulence, hein. Il y en a qui ont déjà été mortels. Hein. C'est pas quelque chose où vous attachez votre ceinture et puis tout va bien. Ça bouge en fait, c'est tellement puissant que ça bouge les organes de notre corps. Des tempêtes plus destructrices, on a vu ça depuis 2 ans. On voit plein d'endroits où il y a fermeture d'aéroports, soit pour tempête de neige, tempête de glace, ou parfois sécheresse avec le tarmac qui fond. Les inondations des pistes, donc ça vient de dire, les conditions de travail. Quand il fait chaud, vous imaginez bien que la réverbération sur la piste de l'aéroport, elle est extrêmement forte, couplée au réacteur, à la chaleur qu'envoient les réacteurs. Et vous imaginez les personnes là, qui travaillent, qui enlèvent les balises, qui font tout ce qu'il faut faire en fait sur le tarmac. Et bien, il y a un moment donné en fait où ça, je vous ai dit, hein, la chaleur, ça affecte le corps humain. Et en fait, ça affecte, on sait très bien que par exemple sur toutes nos zones, notre zone d'interconvergence tropicale, on a beaucoup plus de dialysés, un nombre de dialysés exponentiel. Et en fait, quand les scientifiques ont relié ça aussi à la chaleur. Pas que, mais aussi à la chaleur. Parce qu'en fait, quand on va forcer notre corps, eh bien, au bout d'un moment, ça va détraquer nos reins. Ça va commencer par des petites insuffisances rénales jusqu'à la dialyse. Et ça, on ne peut pas faire comme si on ne sait pas. C'est-à-dire que là, c'est tous les gens qui s'occupent des espaces verts, tous les gens qui s'occupent des routes, tous les gens qui sont en cuisine, les gens qui s'occupent des cuisines, métiers fléchés comme extrêmement risqués pour ça. Les vols aussi deviennent plus longs selon les vents. Alors plus long ou plus court, selon les vents, il y a les deux études. Mais s'ils sont plus longs, il y a une deuxième chose, c'est que l'atterrissage et le décollage demandent plus de kérosène. Parce que, en fait, la composition de l'air en vapeur d'eau est modifiée. Qui c'est qui paye le kérosène en plus? Ce sera la compagnie d'avion? C'est le client. Celui qui voyage. Exactement. Le transport, c'est aussi beaucoup de minerais. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. Ben, par exemple, là, on prend... ça, c'est l'exemple de la quantité de cuivre produite par la mine depuis sa création. Vous voyez le trou que ça fait et juste la quantité de cuivre que l'on a produit. Plus tous les déchets, tout ce que ça a fait, en fait, ce qu'on appelle gentiment les boues minières,
qui sont des puissants poisons à la fois polluants de l'air, à la fois polluants de l'eau et à la fois polluants des sols, et qui rendent complètement impropres aux cultures et à la consommation pour les populations locales et autochtones. Parce que souvent, on ne fait pas ça chez nous. Les minerais, c'est à la fois des impacts environnementaux, c'est à la fois des impacts humains et sociaux, donc tout ce qu'on va, puisque c'est tout ça, c'est très lié surtout à des solutions de mobilité, elles sont quand même très liées aux minerais qu'on va sortir. Donc ce qui fait qu'un journaliste a dit un jour, on est en train de transférer le problème au fond des mines, le problème climatique au fond des mines. Et c'est vrai, et c'est beaucoup d'impact. Et nous, on devrait se poser sur ça, c'est beaucoup d'eau et des enjeux géopolitiques énormes, on le voit bien hein, actuellement, notamment en Afrique, mais aussi avec la Russie et la Chine. Et une demande qui s'envole, mais tout le monde ne pourra pas en avoir. Des limites planétaires qui sont dépassées, qui sont explosées. Je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre jour, une autre fois. Mais on en a dépassé sur 9 qui ont été identifiés. On en a déjà dépassé 7. Il s'agit donc de questionner l'habitabilité de notre planète. Si on pensait les choses. Et si on pensait les choses avec un autre regard? Une nouvelle vision, la vision d'une nouvelle civilisation intelligente, sensible, bienveillante. Là où on verrait l'arbre, on ne verrait plus l'arbre comme un objet, mais comme un être qui nous nourrit. On ne verrait plus un humain simplement comme un consommateur, mais comme un être qui grandit physiquement, qui grandit en esprit. Et si on reconsidérait notre regard? Martinique ou belle, 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 pays nous en belle, 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 la vie c'est belle, 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 si nous te qu'à vivre et puis chez nous, Martinique ou belle, 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 pays nous en belle, 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 la vie c'est belle, 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 si nous te qu'à vivre et puis chez nous. Si on parle de mobilité chez nous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Transport en commun, voiture, ok. Quoi encore? Embouteillage. Quoi encore? Bateau. Quoi encore? La marche. Ok. Vélo, Vélo. Quoi encore? trottinette, Trottinette. D'accord. Et quelle émotion vous vient à l'esprit? ça dépend. Contrainte. Non, je dis ça dépend. Si Ça c'est dépend. embouteillage, c'est colère et voilà. Et sinon, c'est si c'est à vélo en plein air, ça peut être aussi c'est positif. Colère et plaisir. Ok. Plaisir, Et vous avez dit frustration. Ok. D'accord. D'autres mots? Ok, effectivement, hein, la Martinique, c'est tout ça, on est bien d'accord. Alors, je vais vous donner deux petites infos avant, effectivement, de poser un autre regard. En Martinique, d'abord, on se déplace et on a à peu près 0,97, donc presque un véhicule par ménage. En France métropolitaine, c'est 1,3, c'est un petit peu plus. Et encore une fois, ça, c'est réparti différemment. Donc, c'est moins sur Cap-Nord
que sur la KSM et l'espace suite. D'accord? Et en fait, pourquoi on se déplace? Comment on se déplace d'après vous d'ailleurs en Martinique? Principalement. 74% c'est la voiture. C'est la voiture. À 15% c'est la... Ah ben non, j'ai perdu. Ça marche. 9% c'est transport en commun. Et un petit pourcent c'est donc moto et autres trucs motorisés. Et encore moins de 1% c'est le vélo. Bon, ces chiffres datent un peu, hein. Ils datent de 2014. Ils ont été mis en avant dans le diagnostic de Martinique Transport en 2024. Donc, je suis désolée, ils n'ont pas pris des chiffres les plus récents, mais j'espère qu'il y aura des études plus récentes qui nous montreront que je n'ose même pas anticiper ce qu'elles pourraient nous montrer. La Martinique, c'est aussi la deuxième zone la plus artificialisée de France. La deuxième région la plus artificialisée de France. Donc, et on a à peu près 227 000 véhicules. Ok, non, ça je l'ai dit tout à l'heure. Hop. Et la Martinique, c'était aussi Alfred. Mais je me souviens, quand j'étais gamin, je suis né à Sainte-Thérèse. Et quand j'étais gamin, la route de Sainte-Thérèse, hein, la route qui part de Carrefour Dillon et qui va sur Fort-de-France, mais on joue au ballon dans la rue. On joue au ballon avec les copains et puis on arrêtait quand une voiture venait. Et après on recommençait. À cette époque-là. J'avais quoi? J'avais 7-8 ans. Et à cette époque-là, on marchait. Moi, je sortais de chez moi, hein, je sortais de chez moi à Sainte-Thérèse. J'allais au séminaire collège. Vous voyez où c'était le séminaire collège? La route de Didier. Les gens étaient là, pas Didier, la route Bellevue là. Et je montais au séminaire collège à pied. Aller-retour. Et c'était un plaisir en fait. Et puis, nous on marchait tout le temps. On avait plaisir à marcher. Et j'avoue que j'ai gardé ce plaisir de marcher. Là, je parle de moi personnellement. J'ai gardé ce plaisir de marcher. Et je trouve que quelque part, c'est me désavouer que de conduire une voiture. Ce qui fait que j'ai fait le choix de ne pas être conducteur, mais être un piéton professionnel. Voilà. Et j'assume ça, et ça se passe bien. Et quand souvent sur la route, je suis là et... alors j'ai des occasions d'avoir le permis. À chaque fois, je dis, bon, non, pareil point. Et chaque fois que je suis sur la route, soit je suis là, les bras croisés, quelqu'un qui me connaît s'arrête. Ou des fois, je me dis, bon, je vais faire un stop. Et quand on fait un stop, en fait, c'est une invitation au l'un à l'autre. C'est une invitation à rencontrer quelqu'un, à partager, à parler. Et tous les jours, je fais des rencontres, mais formidables. Tous les jours. Et j'avoue que il faut le vivre pour le savoir. Il faut le vivre pour le savoir. Et donc c'est vrai que je regarde, je vois tellement de gens dans leur voiture climatisée, les vitres montées, ils sont là tout seuls dans leur voiture. Je me dis, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Et une fois, mon dernier fils me dit, mais papa, je ne comprends pas. On est sur la route, là, les gens passent, il y a plein de voitures qui passent. Ils ne voient pas qu'il y a un monsieur avec un petit enfant qui attend d'être... voilà, il se déplace. Et en plus, ces gens, ils sont pratiquement seuls dans leur voiture. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, lui, il a compris que la voiture, c'est un problème pour le mental, pour la mentalité martiniquaise est vraiment conditionnée aujourd'hui par la voiture. Et malheureusement, trop de personnes s'identifient à leur voiture. C'est-à-dire que c'est selon la voiture, on saura qui est cette personne. Donc, si vous venez et puis un petit auto tout simple, vous dites, ah, mais c'est pas personne. Par contre, si vous venez et puis un Porsche, ou bien et puis on dit, waouh! Mais voilà quoi. Et c'est devenu les paramètres, ces paramètres sont devenus là, et ça s'est installé dans le pays. Et j'avoue que moi, je regarde ça, et puis des fois, je me dis, mais ouais. Là où je suis passé, je vois des choses que d'autres ne voient pas. C'est vraiment particulier. Voilà. Merci beaucoup. En échangeant avec Alfred, effectivement, moi je roule depuis 7 ans sans climatisation dans ma voiture. Alors c'est venu d'un problème. En fait, la clim est tombée en panne.
Bon, je l'ai échangé une fois, 1000 euros. Elle est retombée en panne, peut-être 2 mois plus tard. Je me suis dit, mais en fait, l'investissement est dans le chemin, tu vas rechanger ta clé, plus 1000 euros? Bah en fait, non. Non. Bah, non. Et donc, j'ai fait autrement. Et donc, j'ai entraîné toute la famille à faire autrement. Nous avons donc tous fait autrement. On n'a qu'une voiture pour le foyer, on a une voiture. Et du coup, on roule sans fil. Du coup, on roule fenêtre ouverte. Du coup, on voit les gens qui font du stop, c'est magique. Hein, là, on s'aperçoit qu'ils existent, vraiment. Et c'est vrai. Et en parlant avec toi, Alfred, j'ai fait la réaction, mais c'est vrai, en fait. Et du coup, on s'arrête. Et on les prend en stop. Et on échange, comme tu dis, et on voit les choses différemment, complètement derrière. Exactement. Donc, et si on changeait ce regard? Alors, sur... Oui, juste un petit mot. Pour moi, c'est extraordinaire. Je suis à Petit-Bourg et il y a un gars qui passe en voiture. Et le gars, il passe, il s'arrête pour moi, il me dit hey, venez, mettez vos euros, venez. Je vais, je m'en bats. Et puis il me dit ouais, délai, mon capassé, mon corbeau chimien là. Mes frères, à bout con, vous battez-moi à pied, à bout con, frère. C'est un grand artiste martiniquais, hein, à bout con. On m'a dit attends, c'est quoi, de quoi tu parles là? Il me dit frère, vous pouvez réaliser, ou cette personnalité, frère, ou de. On m'a dit attends, mais où est le problème? C'est une infirmité que de ne pas avoir de permis? C'est-à-dire que c'est devenu une infirmité aujourd'hui en Martinique de ne pas avoir de permis. Je lui dis, mais écoute, tu sais une chose, il y a des artistes, effectivement martiniquais, qui se plaisent à se faire ovationner, à se faire porter, voilà, ils ont des fans, etc. Mais ces artistes-là, j'en connais personnellement, ces artistes-là, ben, ils ne se mêlent pas au peuple. On ne les voit pas déjà, on ne les voit pas à pied. Oui, hein, on ne les verra pas à pied. Quand ils arrivent dans la voiture, et puis à la limite, il faut qu'il y ait un tapis rouge pour les recevoir. Mais ce sont des artistes qui sont intouchables, des artistes martiniquais qui sont intouchables. Et là, qui fonctionnent comme ça dans leur tête. Et je dis, alors, qu'est-ce qu'on s'y met? Ou s'y met un artiste qu'on peut apprécier, qui ne peut aller pas au hauteur, ou bien s'y met un artiste qui l'a, et puis et puis. Et c'est là qu'il m'a dit, ah ouais, on a eu raison. Super, merci du partage, Alfred. Alors, je vais vous proposer 2 choses pour changer de regard. Le premier, c'est déjà quel cheminement, par exemple, un cheminement que l'on pourrait emprunter pour changer de regard sur sa propre mobilité ou la mobilité de l'endroit dans lequel on travaille, par exemple, ou que l'on gère. Déjà, la première chose, sensibiliser, prendre conscience et derrière, le but étant d'embarquer le plus de personnes possible avec soi. Ensuite, se demander, mais pourquoi est-ce qu'on se déplace? Pourquoi? Donc, quand je regarde, moi, personnellement, je me déplace pour quelle raison dans une semaine? Et puis, est-ce qu'il y a des déplacements que je peux arrêter? Ok, les déplacements que je peux arrêter, je les enlève. Bon, en général, au début, c'est un peu difficile, donc on n'arrive pas à cocher beaucoup qu'on puisse arrêter. Est-ce qu'il y a des moments où je peux faire d'une autre manière? Alors, d'une autre manière, ça peut être, au lieu d'aller 2 fois en hypermarché dans la semaine, j'espère que vous allez plus en hypermarché, au lieu d'aller 2 fois, eh bien, je vais une fois au marché, hein, du Saint-Esprit qui propose des choses, ou alors, je fais 1 fois par mois, comme ça, j'ai plus qu'un déplacement. Ok? Tout en allant, en continuant à aller au marché, parce que là, du coup, c'est tout près de chez moi et je peux peut-être même y aller à pied. Ce qu'on peut faire autrement aussi, c'est dire, je peux, par exemple, si mon enfant va à tel endroit et que l'enfant du voisin ou un enfant pas trop loin va à tel endroit, peut-être on peut faire une seule voiture pour emmener. Donc c'est le covoiturage. On appelle se mettre en voiture ensemble. Je peux aller voilà. Et ensuite, derrière, ce que vraiment on veut garder avec sa propre voiture, où on ne peut pas faire autrement. Et puis une fois qu'on a fait cette liste-là, à ce moment-là, on regarde, comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a d'autres choix, est-ce qu'on peut faire du stop, est-ce qu'on peut covoiturer, est-ce qu'on peut aller sur la plateforme qui était là aussi, je crois hier, déposer, nous là, ou d'autres plateformes, le vélo, les transports en commun, avec les contraintes, mais quand même, il faut s'adresser aux personnes qui ne prennent que les transports en commun. Il y en a. Et marcher, pourquoi pas. Et puis, comment réinventer? Comment rendre désirables les choses? Alors, réinventer, par exemple, le copartage. Je suis dans un quartier, mon maire a été super actif et j'ai peut-être une association ou même quelque chose d'à la fois public-privé
qui gère un ensemble de voitures, pas pour l'argent, mais pour que les personnes puissent se déplacer. La propriété n'étant plus à chacun, la propriété des véhicules est à l'association. Et chaque personne, il y a des calendriers partagés, et les personnes peuvent utiliser un véhicule pour 2 heures, 3 heures, et le remettre. Et en fait, on voit que c'est des choses qui se mettent en place, en France, mais aussi dans d'autres pays. Et c'est des choses qui, je pense, nous iraient bien à nous, puisqu'on aime bien fonctionner par quartier. C'est la bonne dimension, en fait, pour ne pas aller faire non plus des kilomètres pour déplacer et chercher une voiture. Partir plus léger aussi, peut-être avoir des véhicules moins lourds, hein, parce qu'on pèse même pas 100 kilos. Donc 2 tonnes de véhicules, ça fait beaucoup, hein, pour transporter 100 kilos. Et comme tu dis, souvent, on est seul dans notre voiture. Et avoir une vision peut-être plus globale, plus stratégique, plus politique, et peut-être aussi régénérative. Et vous allez me dire, mais ouais, c'est bien, mais c'est compliqué. Alors, comme c'est compliqué, je vais vous proposer une manière de voir les choses plus simple. D'accord? Et en fait, cette manière de voir les choses, je ne l'ai pas inventée. Elle est issue des travaux de l'IPBES, donc des scientifiques qui travaillent sur la biodiversité et la santé, et qui ont sorti un rapport en décembre 2024 qui est extrêmement alertant. Ce rapport dit, il est alertant sur tout ce qui se passe. Et il conclut 2 choses dans ce rapport. La première chose qu'il conclut, c'est que seule une transformation en profondeur, donc tout ça, ça nécessite un changement en profondeur, une réorganisation fondamentale à l'échelle du système, à la fois des facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris des paradigmes, c'est-à-dire ce qu'on prend pour acquis, de renverser tout ça et de changer les choses très profondément. Autrement dit, éteindre la lumière, ça ne va pas suffire. Ça, on est tous d'accord, ni trier ses déchets, ça ne va pas suffire non plus. Okay, ça, on est tous d'accord. Donc avoir une vision complètement différente pour instaurer un autre système de valeurs. Et il dit, ben voilà, pour vous aider à ça, on vous propose une réflexion systémique parce qu'on s'est aperçu que finalement, les choses, elles sont interconnectées. Et notamment, on prend 5 points d'interconnexion. Alors ces 5 points d'interconnexion, ce sera quoi? Le changement climatique, la santé, l'alimentation, la biodiversité, hein, c'est le vivant, tous nos écosystèmes et nous-mêmes d'ailleurs, hein, dont nous faisons partie, et l'eau. Bon, c'est pas 5 points révolutionnaires, hein, c'est des 5 points qui nous parlent à tous et qui sont proches de nous. L'idée est de se dire, voilà, je prends une décision aujourd'hui, on va se placer sur un politique, je prends une décision aujourd'hui, je vais, par exemple, sur le changement climatique. Bon, ça aura un petit peu d'impact sur la rivière, mais c'est pas très grave. Ok? Alors, en fait, qu'est-ce que nous dit ce rapport? Il nous dit, attention, la décision qui va être prise, ok, vous pensez agir favorablement sur le changement climatique, mais en ayant un impact défavorable sur l'eau, vous aurez un impact défavorable sur les 5 points cités. C'est donc y compris le point que vous vouliez améliorer. D'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je prends une décision, si je viens, je pense à quelque chose, si cette chose interfère négativement avec un des 5 points qui sont là, et bien finalement, les 5 points seront à l'eau, y compris ceux que je veux faire principalement. À l'inverse, d'avoir une décision qui porte sur les 5 points sera favorable complètement et sera très certainement une transformation en profondeur. Alors je vais vous prendre un exemple, voilà, c'est un peu difficile de vous demander de réfléchir à des exemples, donc du coup, je vais vous dire quelque chose qui est beaucoup cité par les personnes. Par exemple, regardez, la surface parking, là, goudronnée, eh bien, on casse le goudron et on remet des arbres. Ok, par exemple, on prend des points au milieu de la commune, on casse certains points bétonnés et on remet du vivant. Alors, c'est du vivant, pas que des arbres, hein. C'est des arbres, de la vie, de l'eau, etc. On recrée des points de fraîcheur, effectivement, qui vont réalimenter tant le cycle de l'eau, permettre une meilleure appréhension, en fait, du centre. Et vous allez voir que ces 2 points-là, c'est que ces 2-là, ils vont agir favorablement sur les 5 points qui sont là. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment se dire, au lieu de penser à mobilité, ou au lieu de penser à route,
où au lieu de penser à un point, regardons les choses avec ce prisme-là, regardons-nous ce qu'on est en capacité de faire et ce qui va venir régénérer ce prisme-là. Et vous allez voir que ce soit dans des vies politiques, que ce soit dans des vies entreprises, que ce soit dans des vies personnelles, vous allez toujours trouver des solutions qui seront non seulement bénéfiques pour vous, pour tous les gens autour de vous et tout le reste du vivant autour de vous. Et du coup, pour les 5 points-là. Donc c'est vraiment, je vous invite à noter ces 5 points-là et à vous dire à chaque fois cette pensée en systémique, cette pensée interconnectée. Et je vous jure, ça, à chaque fois, enfin moi je l'ai testé beaucoup dans des... Enfin on a commencé à le tester dans pas mal de situations. Et ça fonctionne, quoi. Ça ouvre le prisme, quelle que soit la personne qui réfléchit, quel que soit le niveau intellectuel, entre guillemets, ou de réflexion, ou l'envie de réfléchir de la personne, que ce soit jeune, personne adulte, quel que soit, eh bien ça ouvre vraiment l'esprit sur autre chose. Et donc, c'est ouvrir sur un autre choix de société, régénérer peut-être un nouvel art d'habiter la Terre. Comme dit Malcolm Ferdinand, s'aimer la Terre, avec certainement des solutions fondées sur la nature. Et bien sûr, ça ne peut marcher que si on s'entraîne tous ensemble. Donc, juste pour terminer, comme nous l'avons pratiquement terminé, je voulais simplement aimer faire comme on a fait pour commencer. Terre, bois, de l'eau. Ces trois bagailles-là apporter la vie. Et ces trois bagailles-là, c'est bagailles pour nous protéger. Si nous ne que la vie nous-mêmes protégée. Terre, bois, d'eau. Terre, bois, d'eau, c'est la vie, maman, là. Terre, bois, d'eau. Allô? Oui. C'est bon? Ah, ok, excusez-moi. 3, 4. Terre, bois, d'eau. Terre, bois, d'eau, c'est la vie, maman, là. Terre, bois, d'eau. Terre, bois, d'eau, mène l'embouc, maman, là. Terre, bois, d'eau. C'est pour nous protéger, nous, maman, là. Terre, bois, d'eau. Protéger pays, nous, maman, là. Terre, bois, d'eau. Terre, bois, d'eau, c'est la vie, maman, là. Terre, bois, d'eau. C'est comme ça pour nous sembler, maman, là. Terre, bois, d'eau. Dans l'amour et puis la paix, maman, là. Terre, bois, d'eau. C'est ça que nous commandons, maman, là. Terre, bois, d'eau. Ok, bravo pour vous. Bravo, merci beaucoup Alfred. Merci à vous et merci Martine L'Heureux. Bravo à vous. Vous allez vous rappeler son nom, hein? Vous allez vous rappeler son nom. Martine L'Heureux. Voilà, c'est une. Merci Alfred. Oui. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été présente pour la conférence. Merci à Mme L'Heureux et à M. d'être là. Juste monsieur Claude Kenneth, rapproché, de déposer, qui nous a fait le plaisir d'être là hier avec des ateliers autour du covoiturage pour les écoliers et les écolières du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, il souhaite se présenter, déposer la plateforme à vous parce qu'il est implanté à la Guadeloupe. Et allez-y, monsieur. Merci, bonjour à tous. Déjà, merci à la ville du Saint-Esprit de m'avoir invité. Je suis Claude Kenneth, je suis des Sainte-Marie. Je suis élevé et toujours habité à Sainte-Marie. Je suis parti en Guadeloupe pour mes études. Et face aux difficultés de mobilité que j'ai rencontrées en Guadeloupe, j'ai créé l'application Déposer. Du coup, c'est une application qui permet de se déplacer tout simplement en covoiturage. On a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est un moyen de transitionner vers un mode d'utilisation de la voiture qui est plus durable. La voiture, de toute façon, son utilisation ne va pas disparaître du jour au lendemain. Aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est de l'utiliser à meilleur escient, d'une meilleure façon, de façon plus responsable. Donc, le covoiturage, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on met une annonce en ligne, donc soit en tant que conducteur pour dire, voilà, tous les jours, je fais le trajet Saint-Esprit vers Fort-de-France ou Saint-Esprit vers Sainte-Anne, etc.
Et en contrepartie, les passagers qui sont intéressés par notre annonce peuvent nous contacter sur la plateforme pour faire le trajet avec nous. Donc ils nous font une demande et à partir de là, le conducteur peut choisir d'accepter ou de refuser cette demande. Pareil pour le passager, un passager qui voudrait proposer son annonce en disant voilà, moi tous les jours je fais, je sais pas, très précisément par exemple Morne-la-Valeur vers Morne-Piteau-François, il pourrait le mettre sur la plateforme déposée et un conducteur voyant son annonce pourrait lui proposer de le récupérer. Donc c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store, donc tous les stores de téléchargement d'applications normales. En termes d'utilisation, il est aussi simple à utiliser que WhatsApp, c'est vraiment un niveau très, très simple. Toute personne qui a un téléphone qui va sur Internet peut utiliser une application comme déposée. Et puis enfin, il me reste à vous dire que le tarif peut être nul si vous le souhaitez. Donc si votre intérêt c'est plutôt de préserver l'environnement, etc., le tarif est nul. Sinon, il permet aussi d'avoir justement cette petite contribution qui fait que pour l'entretien du véhicule, pour l'essence, etc., quand on met un trajet, on a une petite contribution qui nous est versée par le passager et qui nous permet de s'assurer que notre véhicule soit bien entretenu. Et c'est aussi important, un véhicule bien entretenu, c'est aussi important qu'un véhicule bien utilisé puisqu'il rejette moins de pollution dans la nature, à la fois au niveau des pneus et des plaquettes, mais aussi au niveau de l'huile, par exemple. Une voiture qui a pas fait sa vidange pour longtemps filmera forcément plus, par exemple. Donc voilà, c'est autant de problématiques auxquelles on a voulu apporter une solution avec le covoiturage. Aujourd'hui, on a créé l'application Déposée, donc c'est D-E-P-O-Z-E. Je pourrais vous donner des flyers, j'en ai sur le stand là-bas si vous le souhaitez. Et ça permet tout simplement de se déplacer plus durablement en Guadeloupe et en Martinique. Merci à tous. Monsieur Kenneth. Nous remercions. C'est que en Guadeloupe. Ah, c'est en Martinique maintenant. D'accord. Mais c'est plus récent en Martinique alors, hein, c'est ça? D'accord. Et ça a eu une belle progression en Guadeloupe? Ça fonctionne bien? En Guadeloupe, c'est 6 000 utilisateurs. D'accord. Ok. Super. Merci. Un grand merci à Monsieur le maire de nous avoir fait l'honneur d'être présent, à Monsieur Edi Louis-Alexandre Ducotriffer qui est l'élu en charge du développement économique de l'agriculture et du tourisme. N'oubliez pas que le petit village, alors faites un petit tour dans le stand. Un grand merci également à l'ADEME, à Annabelle Vigie, qui est présente aujourd'hui, qui est donc la directrice de la mobilité durable au sein de l'ADEME, qui finance en partie aujourd'hui, et également. Et voilà, merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci Mme Soulastik. La transition est toute trouvée. Encore merci à tous nos partenaires, l'ADEME notamment. Déposé nous a démontré qu'il faut changer les pratiques en profondeur, comme disait Martine Leroux. Martine, venez. Alfred, un grand bravo à Martine Leroux et à Alfred Varas. S'il faut retenir quelque chose de votre conférence, c'est ce que j'ai retenu. Appuyer sur le bouton pour éteindre la lumière ne suffira pas. Nous devons changer nos pratiques en profondeur. Et puis, comme disait Alfred, c'est pas parce qu'on n'a pas une grosse voiture qu'on n'est pas quelqu'un. Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'en Martinique, on associe l'individu à sa voiture, à la grosseur des pneus qu'il met sur sa voiture, mais nous devons, chacun d'entre nous, changer nos pratiques en profondeur. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, nous allons aussi convaincre les uns et les autres, nos voisins, nos amis, nos parents, que c'est 20 diricts après sac. Merci à tous et bon week-end.